Bonjour tout le monde, je me présente, je suis Dr Bahloul Afaf, résidente en médecine physique et réadaptation à Azur Plage. Aujourd'hui, je vais vous présenter un cours très important, les déviations rachidiennes. Donc, comme plan de travail, donc je commence par la définition de ce sujet, de, ce, de cette pathologie. Donc, rappel anatomique, les déviations rachidiennes. Donc, nous allons entamer trois déviations, donc la scoliose, puis la kyphose et puis la lordose. Mais je vais juste donc éclaircir une chose. J'ai partagé le cours en deux parties. La première partie pour la scoliose seulement, vu qu'elle est donc il y a beaucoup d'informations, donc je peux pas c'est-à-dire négliger. Et puis la deuxième partie sera pour kyphose et lordose. Et enfin une conclusion. Donc, c'est quoi les déviations rachidiennes? Ce sont toutes les déformations qui peuvent être attribuées au rachis, que ce soit dans le plan antéro-postérieur, là je parle de la kyphose et de la lordose, ou bien les déformations tridimensionnelles, c'est bien la scoliose. Comme rappel anatomique, le rachis est constitué d'un empilement de 33 vertèbres dont 7 vertèbres cervicales, 12 thoraciques, 5 lombaires, 5 sacrés et 4 à 5 coccygiennes. Il faut noter que le rachis n'est pas rectiligne. En fait, il y a des courbures. Il y a une courbure cervicale, une courbure thoracique, une courbure lombaire et une courbure sacrale. Donc, pour la cervicale, on l'appelle lordose cervicale. Et nous avons aussi une lordose lombaire, alors qu'on a une kyphose thoracique ou dorsale et une kyphose sacrale. Bon, c'est quoi l'utilité de ces courbes? Pourquoi nous avons ces courbes? C'est bien, c'est-à-dire il y a une loi, c'est la loi d'Euler. La loi d'Euler, c'est une loi qui, qui calcule la résistance, c'est-à-dire Euler dit que R égale n au carré plus 1. N, c'est le nombre de courbures. Nous avons, si on considère que nous avons donc trois courbures, donc la lordose cervicale, la kyphose dorsale et la lordose lombaire. Donc n égale à 3, 3 au carré 9, plus 1, 10. Donc la résistance de notre rachis est égale à 10. Mais si quelqu'un a juste deux courbures, par exemple, juste la kyphose cervicale et la lordose lombaire, plutôt la lordose cervicale et la lordose lombaire, il n'a pas de kyphose thoracique. Là, il aura donc 2 au carré, c'est 4, plus 1, 5. Vous imaginez une seule courbure qui a disparu, mais résistance est diminuée par la moitié. Donc, première déviation rachidienne, la scoliose. C'est une déformation tridimensionnelle de la colonne vertébrale dans les trois plans. Donc, tridimensionnelle, c'est-à-dire dans les trois plans de l'espace. Le plan frontal, le plan sagittal et le plan horizontal. Il y a une différence entre scoliose pathologie, c'est-à-dire et une attitude scoliotique. Et on va voir la différence, comment peut-on faire la différence. C'est-à-dire, il y a une chose très importante à dire que la scoliose d'autant plus grave que l'âge d'apparition est précoce. Voilà, l'attitude scoliotique. Bon, c'est une déviation occasionnelle sans rotation, ça c'est la première différence, sans rotation vertébrale, sur un rachis normal. Deuxième différence, il n'y a pas de gibbosité.
Et on va voir dans l'examen clinique qu'il y a une gibbosité dans la scoliose. En plus, elle disparaît en apesanteur, c'est-à-dire en position couchée ou après correction de l'attitude vicieuse. Donc, elle a comme cause peut-être l'inégalité de longueur des membres, l'asymétrie du bassin, la position, peut-être que c'est une position ontalgique, mais toujours, donc elle est réversible et il n'y a pas de passage de l'attitude scoliotique vers la scoliose maladie. C'est une fille qui a une scoliose, comme vous remarquez ici. Bon, l'étiologie. Bon, reste inconnu, mais il y a des facteurs. Il y a des facteurs génétiques. euh, il y a les troubles aussi du métabolisme de collagène et de protéoglycanes. Il y a aussi les facteurs hormonaux et de croissance. Il y a aussi des facteurs neurologiques centraux, système proprioception et de l'équilibration. Il y a aussi des facteurs biomécaniques. Bon, cette scoliose est classée selon trois critères, soit selon l'âge d'apparition, ou bien selon le type et le nombre de courbures, ou bien selon l'étiologie. Je commence par l'âge d'apparition. Il y a les scolioses du nourrisson, de 0 à 1 an, et dont 90% sont résolutives. Les scolioses infantiles de 1 à 3 ans, les scolioses juvéniles de 3 ans à la puberté. Maintenant, les scolioses juvéniles, il y a trois types. Il y a le premier type de 3 ans à 7 ans, deuxième type de 7 ans à 11 ans, et troisième type de 11 ans à la puberté. Bon, la puberté chez la fille n'est pas comme chez le garçon. Le garçon a 14 ans, la fille 11 ans. Il y a aussi la scoliose de l'adolescent. C'est une scoliose qui apparaît après les premières règles chez la fille et après le pic de croissance chez le garçon. Maintenant, selon le type et le nombre de courbures, il y a la scoliose dorsale, ou bien dorso-lombaire, ou bien lombaire, ou bien cervico-dorsale, ou bien la scoliose dorsale et lombaire. Pour faire la différence entre scoliose dorso-lombaire, c'est une seule courbure et les vertèbres dorsales et les vertèbres lombaires, ou bien deux scolioses en même temps, c'est-à-dire scoliose dorsale et scoliose lombaire, ou bien une scoliose double dorsale, ou bien une scoliose dorsale et dorso-lombaire. Donc, c'est plusieurs, donc selon le type, selon le nombre de courbures, c'est facile. Selon l'étiologie, il y a l'idiopathique, et qu'on va traiter aujourd'hui, donc c'est ce qui nous intéresse. Il y a secondaire à une maladie congénitale, endocrinienne, à la radiothérapie, la ménectomie, la maladie de Recklinghausen, on va voir tout. Donc pour la maladie de Recklinghausen, on va parler un petit peu d'elle. Pour le diagnostic, toujours, donc pour faire le diagnostic, donc le patient me vient, donc je fais un interrogatoire. Je cherche les antécédents personnels, familiaux, l'histoire de la maladie, qu'est-ce qu'il a remarqué. Donc, un interrogatoire minutieux. Et puis, je passe à l'examen physique. Dans mon examen physique, je fais un bilan morphologique. Donc, déjà, je vois est-ce qu'il y a une kyphose, est-ce qu'il y a une protrusion thoracique, est-ce que la personne est obèse, maigre? Est-ce qu'il y a des signes que c'est un marfan? Est-ce qu'il y a une anomalie de taille, le faciès, les membres? Et puis, je fais un bilan du tronc. Donc, le bilan se fait dans les trois positions, debout, assis et couché. Debout, donc, en position debout, je vois est-ce que le bassin et les épaules sont en équilibre, c'est-à-dire symétriques. Pour le tronc, j'utilise le fil à plomb. Donc, par le fil à plomb, à partir de C7, donc C7, c'est la vertèbre la plus proéminente au niveau cervical.
Donc, vous pouvez la palper. Donc, il doit passer par la ligne. Donc, quand je fais le fil à plomb à partir de 6-7, ce fil doit passer par la ligne interficiaire. Voilà, donc c'est le fil à plomb. Donc, il doit passer par la ligne interficiaire. Et sur le profil, donc sur profil correct, le fil de plomb effleure C7 et S2. Il doit effleurer C7 et S2. Et S2, voilà. Donc, comme ça. Il y a aussi le test de Schaubert. Il y a la distance doigt-sol, test en suspension. Là, c'est pour voir peut-être qu'il y a une maladie sous-jacente, surtout chez l'adulte, qui a causé cette scoliose. Donc, ça, c'est l'examen debout. L'examen assis. Donc, j'ai oublié une chose, juste dans l'examen debout. Donc, quand je débute mon examen, je demande aux patients de pencher, de faire pencher en avant. Pourquoi? C'est pour faire un test, c'est ce qu'on appelle le test d'Adams. Adams. Adams, donc, c'est quoi ce test? Quand mon patient se penche en avant, je remarque qu'il y a qu'il y a un côté qui est plus haut que l'autre, c'est-à-dire qu'il y a une gibbosité. Donc, ça s'appelle le test d'Adams. Donc, c'est ça. Donc, je vois donc mon patient, c'est-à-dire je fais suivi, si on peut dire, horizontal, et je vois, donc il y a un côté qui est plus haut que l'autre. Comme vous remarquez ici, donc même l'alignement des épineuses est un peu dévié. Donc l'examen assis, parallélisme des ceintures scapulaires et pelviennes. Attention, déjà à l'entrée, déjà, on peut remarquer ça. Donc, on peut remarquer qu'il y a une épaule qui n'est pas qui n'est pas parallèle à l'autre, qui n'est pas symétrique. Même chose pour la ceinture pelvienne. L'examen couché, donc, je cherche une inégalité des membres. Et est-ce que ma scoliose est réductible? Donc, si elle disparaît en position couchée, cela veut dire que c'est une attitude scoliotique. L'attitude scoliotique, elle disparaît en couché, c'est-à-dire en apesanteur. Donc, on remarque chez cette fille, voilà, donc il y a la gibbosité ici, donc à droite. Une asymétrie des épaules, donc comme vous remarquez, donc cette épaule est plus en haut donc, par rapport à l'autre. Et il y a même asymétrie du pli de taille. Donc, pour remarquer une chose, donc vous remarquez qu'il y a un pli ici, il n'y a pas un autre ici. Donc, c'est une asymétrie. Donc, tout est asymétrique. Puis, je passe au bilan de croissance. Donc, je mesure la taille, debout, assis, je cherche les caractères sexuels secondaires, le périmètre thoracique. Ça va m'aider et ça va m'aider dans ma conduite à tenir. Et puis, le reste du bilan, ça sera le bilan trophique, donc bilan orthopédique. Je cherche une attitude vicieuse, hyperlaxité ligamentaire, raideur. Le bilan neurologique est très important, un bilan neurologique complet. Donc, voilà, donc ici, je mesure cette différence entre le côté qui est, c'est-à-dire là, c'est une voussure, si on peut dire. Donc, c'est une voussure. Donc, je mesure la différence entre la voussure et l'autre côté, si on peut dire, normal. Là, le médecin est en train de voir est-ce que le bassin est symétrique. Voilà, par le fil à plomb. Donc, le fil à plomb ne passe pas donc
par la ligne interféciaire. Et là, il y a une différence entre le fil à plomb et la ligne. J'ai fait mon interrogatoire, j'ai fait mon examen clinique, je passe au bilan radiologique. Pour le bilan radiologique, j'ai un bilan donc, qui concerne le rachis et un bilan pour la maturité osseuse. Pour le bilan du rachis, j'ai 3 radios à faire. Colonne totale debout de face, CTDF, colonne totale debout de profil, CTDP, et colonne totale couchée de face. Bon, l'utilité de chaque radio. Donc, colonne totale debout de face, c'est pour calculer l'angle de Cobb, que je vais vous montrer comment le calculer. Colonne totale debout de profil, pour voir est-ce qu'il y a des, c'est-à-dire peut-être qu'il y a une déviation dans qu'on ne peut pas, c'est-à-dire découvrir dans la radio de face, mais on peut la découvrir dans la radio de profil. Et colonne totale couchée de face, c'est pour voir est-ce que ma scoliose est réductible. Voilà. Puis je passe au bilan de maturité osseuse. Nous avons la radio du poignet gauche, radio du coude et l'indice. Donc, on doit rechercher donc l'indice de, c'est-à-dire calculer l'indice de. Donc, le RICER, c'est pour la maturité vertébrale, osseuse vertébrale. Donc, RICER 0. 0, pas d'ossification. Donc, c'est évident. Donc, RICER 1, c'est l'ossification du tiers externe superficiel du cartilage. RICER 2, les 2 tiers externes. RICER 3, donc l'ossification de, si on peut dire, tout le cartilage, donc externe, et plutôt tout le cartilage iliaque. Et puis, c'est superficiel. Maintenant, RICER 4, c'est l'ossification de la première moitié profonde. Et puis, le RICER 5, c'est l'ossification de la totalité du cartilage. Là, donc, c'est une radio. Donc, c'est colonne totale debout de face. Donc, comme on remarque ici, il y a une déviation. Donc, comment calculer l'angle de Cobb? J'ai la vertèbre limite supérieure et j'ai la vertèbre limite inférieure. Donc, la vertèbre la plus rotée, c'est la vertèbre sommet. Donc, ça, c'est à titre d'information juste. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dessine une tangentielle à la vertèbre limite supérieure, une autre tangentielle à la vertèbre limite inférieure. Donc, je dessine une ligne perpendiculaire aux 2 tangentielles, donc une ligne perpendiculaire, une autre. Cet angle alpha, c'est l'angle de Cobb. Donc, c'est très facile. Je réexplique. J'ai la vertèbre limite supérieure, vertèbre limite inférieure. Donc, je dessine la tangentielle à la vertèbre limite supérieure. Je dessine la tangentielle à la vertèbre limite inférieure. Je dessine ensuite, bon, parce qu'à la radio, je peux pas, donc, si j'ai une radio, c'est-à-dire qui est large, donc je peux calculer. Donc, si je fais donc la continuité de ces 2 lignes, je peux calculer cet angle, c'est l'angle de Cobb. Mais vu que la radio est toujours, donc c'est impossible de calculer donc par ici. Donc, par règle mathématique, donc algébrique, donc je dessine une autre ligne qui est perpendiculaire à la première tangentielle, une autre à la deuxième. L'angle alpha, c'est l'angle de Cobb. L'évolution de la scoliose. Donc chaque cas est un cas. Donc, ça, il y a des scolioses qui sont stables, d'autres évolutives. Donc,
La scoliose présente un risque d'aggravation et d'autant plus important que la vitesse de croissance est rapide. Donc c'est pour cela, donc je vous montre ici, donc c'est une courbe qui s'appelle la courbe de Madame Duval-Beaupère. C'est une courbe qui nous montre que au cours donc comme vous remarquez ici, donc ça c'est avant donc 10 ans, donc 5 ans, 10 ans, 15 ans. Avant 10 ans, c'est-à-dire à l'âge de l'enfance, donc l'évolutivité de la scoliose est progressive. Donc on peut gérer donc avec des contrôles, même je peux faire des contrôles espacés, donc quand même. Mais juste après donc l'âge de puberté, là c'est l'âge de croissance, c'est une vitesse extrême et c'est un âge qui est, ou bien c'est-à-dire là, c'est une période cruciale dans l'évolution de la scoliose. Donc la deuxième phase, donc c'est la phase de puberté, comme vous remarquez ici. Donc l'évolution, donc elle est rapide. Et puis, il y a une stabilité après 15 ans, donc après la phase de puberté, il y a une stabilité de la scoliose. Traitement de la scoliose. Bon, il y a 3 volets. Il y a le traitement orthopédique, la rééducation et la chirurgie. Pour le traitement orthopédique, nous avons des dispositifs d'élongation. Nous avons aussi le corset plâtré ou bien l'EDF. Donc ça, c'est le cadre de Cottrell. Cette fille, donc elle porte ce corset-là, ce corset plâtré. Il y a aussi les orthèses. Les orthèses, c'est des types. Il y a le corset de Milwaukee. Donc, c'est un corset actif. Actif, c'est-à-dire, il induit une correction par stimulation des réflexes d'auto-agrandissement sous l'effet d'appui occipito-hyoïdien. Donc, vous remarquez qu'il y a ici c'est un support donc occipito-hyoïdien utilisé surtout chez l'enfant. Donc, si chez l'enfant, et ça peut corriger, hein, donc, parce que c'est un corset actif. Il y a aussi un corset passif qui reproduit juste donc la correction obtenue par plâtre. C'est le corset lyonnais. Donc, il est utilisé surtout chez les adolescents qui ont une faible scoliose. Il y a l'orthèse rachidien 3 valves pour les courbures uniques et basses. Le corset étoilé de Saint-Étienne, correction des scolioses lombaires et dorso-lombaires. Il y a aussi le corset de Boston. C'est un corset dynamique, mais il a un inconvénient, c'est qu'il est syphosant. Et il est indiqué surtout pour les scolioses lombaires. Troisième ou bien deuxième volet thérapeutique, la rééducation. Donc la rééducation intervient dans tous les stades de la scoliose. Ça permet de tonifier, de renforcer les muscles, le modelage de la gibbosité. Donc elle comporte des sports d'élongation, donc comme le basket, le volleyball, et il y a même la rééducation, bien la kiné sous corset, et qui est très très importante. Si l'orthopédie et la rééducation n'ont pas abouti à une solution, donc là on passe à la chirurgie. Là, donc la chirurgie, donc c'est l'arthrodèse. Donc arthrodèse, donc on fait une fusion osseuse des articulations donc rachidiennes, comme vous remarquez ici. Voilà. Mais c'est la dernière solution. Donc jamais, jamais, jamais ne jamais prescrire ou bien orienter mon patient vers la chirurgie sans passer par le traitement orthopédique et la rééducation. Donc jamais.
Donc, l'algorithme du traitement. Si l'angle de cobe, donc tout dépend de l'angle de cobe, donc il est très très important. Si l'angle de cobe est entre 11 degrés et 25 degrés, je vois est-ce qu'il y a une maturité squelettique? Si oui, je surveille cliniquement. Sinon, je suis donc suivre jusqu'à maturité squelettique. Maintenant, si l'angle de cobe est entre 25 degrés et 45 degrés, aussi bien, je vois est-ce qu'il y a une maturité squelettique? Si oui, rendez-vous tous les 3 à 5 ans pour voir est-ce qu'il y a une progression. Sinon, je prescris un corset et je donne un rendez-vous tous les 4 à 6 mois. Si l'angle de cobe est supérieur à 45 degrés, c'est d'emblée la chirurgie. Attention, beaucoup de patients, quand ils font l'EDF, le corset plâtré, donc il y a le syndrome donc, du corset plâtré ou bien le cast syndrome. C'est le syndrome de l'artère mésentérique supérieure. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Donc, il y a une obstruction de la troisième portion du duodénum. Donc, la troisième portion du duodénum est obstruée par le plâtre. Le problème, c'est que en avant de cette portion, donc en avant de cette portion de duodénum, il y a l'artère mésentérique supérieure. Et donc, il y a une occlusion intestinale. Donc occlusion intestinale haute. Attention, 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 ne pas enlever d'emblée le plâtre. Il faut juste l'ouvrir des deux côtés et laisser le patient le lendemain. J'enlève le plâtre. Ne jamais l'enlever d'emblée. Hein. Donc parce que ça va causer un choc vagal. Donc, pour voir, donc, est-ce que vous avez bien compris, j'ai choisi un cas clinique. Une jeune fille de 12 ans et 4 mois consulte car elle a mal au dos. Lors de l'examen clinique du dos, vous retrouvez une gibbosité thoracique droite de 1,5 cm. L'examen neurologique est normal. Elle n'est pas encore réglée. La taille debout est de 152 cm. Quel examen vous demandez? Donc, si je suis donc le plan de mon cours, j'ai premièrement l'interrogatoire. Quand j'ai fait l'interrogatoire, elle m'a dit, voilà, j'ai un mal au dos. euh, Selon le contexte, pas d'antécédent, pas de... Donc, elle n'est pas réglée. Elle a 12 ans et 4 mois. À l'examen clinique, je trouve une gibbosité. C'est-à-dire pas de troubles neurologiques. Donc là, je passe quel examen? À l'examen radiologique. Donc, je demande la colonne totale debout de face, colonne totale debout de profil et radio du poignet gauche. Là, c'est pour voir est-ce que cette fille a terminé donc c'est-à-dire sa maturation osseuse. Elle revient 15 jours après avec les radiographies. Vous trouvez un angle de cobe de 16 degrés. Et son âge osseux est estimé à 11 ans. Le signe de Risser est à 0. Quelle stratégie thérapeutique vous proposez? Donc déjà 16 degrés. Selon l'algorithme que je vous ai montré, donc 16 degrés, c'est entre 11 et 25. Elle n'est pas mature. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais juste une surveillance clinique et un rendez-vous à 6 mois avec radio. Donc, je demande ma patiente, quand elle revient la prochaine fois, elle ramène avec elle la radiographie du rachis. Elle revient 5 mois après. Votre patiente est maintenant à 12 et 9 mois. Elle a eu ses premières règles. Maintenant, elle est pubère. 2 mois auparavant. La scoliose mesure maintenant 27 degrés. Donc, elle est plus de 25 degrés. Donc, si je suis l'algorithme,
plus de 25 degrés. Elle est pubère. Qu'est-ce que je fais maintenant? Un corset, très très bien. Elle revient un mois après pour vous montrer le corset. Le corset est bien toléré, mais la maman de la patiente vous demande jusqu'à quand sa fille doit porter le corset. Alors, ça c'est une information jusqu'à 18 mois de ses premières règles. Donc, 16 mois environ, parce que déjà, elle a eu ses règles 2 mois auparavant. Donc, je réponds à la maman, donc je lui dis qu'elle doit porter son corset 16 mois, euh, 16 mois de plus. La maman vous demande si sa fille doit être dispensée de sport. Donc, et c'est une question qui est posée par toutes les mamans. Toujours, docteur, est-ce que tu peux me faire un certificat pour faire une dispense de sport, donc pour faire dispense, donc pour que ma fille soit dispensée de sport, bien mon fils. Donc, faut avoir une idée dans la tête, c'est que la scoliose n'est pas une contre-indication à la pratique sportive. Au contraire, le sport améliore et sa scoliose. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je suis disponible pour toutes vos questions. Merci encore une fois et la prochaine fois, on va voir la syphose et la lordose. Et la lordose, bien sûr, pathologique. Bon, la syphose est une déformation à concavité antérieure. Donc, la concavité est antérieure. Il y a deux types de syphose. Il y a la syphose régulière et la syphose ongulaire. C'est quoi la syphose régulière? C'est une déformation qui concerne plusieurs vertèbres. Par contre, la syphose angulaire, elle concerne que qu'un petit nombre de vertèbres, par exemple de 3 vertèbres. C'est pour cela qu'elle est appelée angulaire. Bon, pour la syphose régulière, quand on fait l'examen clinique grâce au fil de plomb, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc, la normale, par le fil à plomb, on mesure la distance entre C7 et le fil à plomb. Donc, par exemple, à C7, comme je vous ai dit la fois passée, c'est la vertèbre la plus proéminente. Donc, quand j'ai un fil à plomb comme ça, je mesure entre C7 et le fil à plomb. Donc, la distance normale est de 4,5 cm. Par contre, dans la syphose, elle augmente. Dans la syphose, elle augmente. Et entre L3 et le fil à plomb, la normale, elle est de 3,5 cm. Même chose au cours de la syphose, aussi elle augmente. Donc, parce que cette syphose, elle rend le fil à plomb plus distant que les points C7 et F3. Voilà, donc voilà, c'est une illustration. Donc voilà le point C7, le point L3. Donc en radiologie, on mesure l'angle entre D4 et D12 et l'angle entre L1 et L5. Donc voilà l'angle entre D4 et D12. Voilà, D4, D12. Voilà. Par exemple, la normale, elle est de 37 degrés. Ici, donc, par exemple, il est de 102 degrés. Et par exemple, ici, donc, elle est de entre L1 et L5. Voilà, donc entre L1 et L5.
c'est cet angle-là. Quelles sont les étiologies de la kyphose pathologique? Donc, premièrement, il y a l'attitude kyphotique. C'est comme la scoliose, il y a la scoliose, il y a l'attitude scoliotique. Donc, l'attitude kyphotique, toujours, elle est réductible passivement et activement. Donc, passivement, c'est-à-dire je la réduis moi-même sans participation du patient, et activement avec participation de mon patient. La kyphose aussi d'origine neuromusculaire, donc un problème neuromusculaire peut causer la kyphose. La kyphose par atteinte rachidienne, par exemple congénitale, maladie de Marfan, ostéogenèse par imparfaite, kyphose post-laminectomie, kyphose par trouble métabolique, donc par exemple altération du métabolisme phosphocalcique, kyphose par maladie de Sherman. Cette maladie, donc, c'est un déficit d'apport sanguin donc, au niveau vertébral. On va voir un trouble donc d'ossification en période pubertaire. Et donc, les vertèbres seront en forme, c'est-à-dire feuilletées. C'est des vertèbres cuniformes. Cuniforme, c'est-à-dire en antérieur sont plus, c'est-à-dire si on peut dire le mur antérieur est plus haut que le mur postérieur, c'est cuniforme. Il y a aussi la kyphose de l'adulte qui est causée par la spondylarthrite ankylosante, l'ostéomalacie, l'ostéoporose, donc tout ce qui touche la vertèbre peut causer cette kyphose. Concrètement, donc, si c'est une kyphose secondaire à une maladie, je traite cette maladie. La rééducation a une part très importante, donc par des exercices de renforcement musculaire, des exercices pour corriger si c'est une attitude kyphotique, c'est pour corriger cette attitude. Un traitement orthopédique, donc on peut aider le patient par c'est-à-dire c'est des orthèses ou corset. Il y a le corset aussi, surtout pour les enfants. Et parfois, chirurgie arthrodèse, toujours la chirurgie est le dernier recours après donc toutes ces solutions. Ça, c'était pour la kyphose régulière. Maintenant, la kyphose angulaire. C'est une kyphose irrégulière. L'angulation a petit rayon de courbure. Elle prend 3-4 niveaux vertébraux au maximum. Et c'est une kyphose grave. L'instabilité est importante et le risque neurologique, il est patent. Donc, je vais vous montrer. Donc, ça, c'est un exemple. Comme vous voyez, c'est comme son nom l'indique. Elle est angulaire et elle concerne juste 3 vertèbres. Là, c'est juste 3 vertèbres. Elle a comme étiologie, première étiologie, c'est la fracture tassement du corps vertébral. Donc, fracture, donc elle va causer donc une angulation et on va avoir une kyphose angulaire. Deuxième cause importante, donc le mal de Pott. Donc la tuberculose, quand elle touche la vertèbre, elle peut donner une kyphose angulaire. Les causes, donc une cause tumorale, l'ostéoïde aussi. Donc là, il y a aussi la maladie de Morgio. C'est une mucopolysaccharidose. Et la maladie de Recklinghausen, c'est une neurofibromatose de type 1. Une chose très importante à noter, c'est que le motif de consultation de ces patients, toujours, c'est la douleur. Donc, ils vous viennent, donc, ils vous disent, voilà, j'ai une douleur. Et après une série de bilans, vous découvrez que, voilà, peut-être qu'il avait fait un trauma, ou bien il avait fait
il avait une tuberculose. Peut-être que vous découvrez donc, ici, vous remarquez il y a une, c'est-à-dire, peut-être que c'est une tumeur. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui vient dans c'est-à-dire, dans un contexte normal ou bien, par exemple, la régulière. On peut avoir une psychose régulière, mais par exemple, dans un contexte d'attitude ou je ne sais pas. Mais l'angulaire, elle est toujours dangereuse. Traitement, même chose. Rééducation, traitement médical, traitement orthopédique et parfois chirurgie. Mais toujours, on commence donc toujours par la rééducation et traiter aussi la cause. Donc, il faut faire tout un bilan pour voir pourquoi cette personne a fait cette psychose angulaire. Et puis, en dernier lieu, en dernier recours, on passe à la chirurgie. Nous avons terminé donc avec l'icyphose. C'est un sujet, c'est un motif qui n'est pas aussi fréquent en consultation comme les scolioses. Maintenant, les lordoses. Donc, les lordoses, c'est tout le contraire. Donc, c'est une déformation, mais à concavité postérieure. Elles sont toujours régulières, les lordoses. Nous n'avons pas comme les syphoses, donc des lordoses régulières et des lordoses irrégulières. Comme étiologie, donc, l'attitude hyperlordotique en phase prépubertaire par hypotonie abdominale. C'est la première. Donc, deuxièmement, chez les myopathes aussi, on voit une lordose comme du chien. Par exemple, les spinas aussi font des lordoses. Paralysie des muscles spinaux et les athétosiques. Quand vous remarquez, donc, c'est des personnes, c'est des sujets qui ont eu des muscles spinaux, si on peut dire, hypotones ou faibles. Donc, par exemple, là, le myopathe, les paralysies, c'est-à-dire toujours le problème est musculaire. Un problème musculaire retentit sur le rachis. Comme traitement, la rééducation, c'est des mouvements à faire. Donc, chaque mouvement a une certaine durée, une certaine, comme vous voyez ici, par exemple, le premier, c'est 5 à 10 secondes, deuxième, même chose, troisième, 30 secondes. Et c'est des mouvements qu'on peut faire à la maison. Je termine par conclusion. Donc, premièrement, la syphose et la lordose, c'est des pathologies à ne pas négliger. Quand même, c'est des motifs de consultation. Certes, sont moins fréquents que la scoliose, mais restent quand même importants à savoir. L'examen systématique du dos de l'enfant, c'est très très important, surtout pour les médecins qui travaillent au niveau scolaire. Et il y a une place primordiale du médecin généraliste. Le médecin généraliste peut aussi traiter la maladie s'il connaît très très bien. Donc, il peut même traiter, donner des conseils, suivre son malade. Donc, ce n'est pas uniquement le spécialiste. Merci pour votre écoute. Je suis disponible pour toutes vos questions et à bientôt.